Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver sur KTO dans Lumière intérieure. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un journaliste politique dont nous connaissons très bien la voix et le visage, membre de l'Institut, Alain Duhamel. Bonjour. Bonsoir Alain Duhamel, merci de nous rejoindre sur KTO. Vous avez traversé toute la Ve République comme commentateur et analyste. Aujourd'hui, vous nous offrez des portraits savoureux et croustillants que j'ai lus avec beaucoup d'intérêt, des portraits de politiques. Et puis votre actualité, c'est aussi un documentaire qui est sorti tout récemment sur vous, sur France 5, je crois. Oui. Donc c'est bien riche comme actualité. C'est une année qui commence en fracassante. Mais c'est une année très politique aussi. Oui, bien Donc, sûr. Tout ça est un peu lié. Alors vous avez commencé votre carrière, j'ai l'impression, avec un stage au Monde à cause d'un stagiaire qui s'était cassé le pied. Je crois que c'est comme ça que tout a commencé. Absolument. Mais j'avais 20 ans, mes parents voulaient que je fasse un stage l'été pour ne pas perdre mon temps. Bon, c'est assez banal. Ils me proposaient d'aller dans une grande société pétrolière que présidait un des cousins de ma mère. Et ça vous rasait. Le pétrole, ça ne m'intéressait pas du tout. Oui. Et mes parents ont réagi intelligemment. Ils m'ont dit trouve un stage et à ce moment-là, tu y vas, mais si tu n'en trouves pas, tu pétrole. Bon. Et j'ai téléphoné, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé Le Monde, qui était mon journal de prédilection, et j'ai demandé à parler à Jacques Fauvet, qui était le rédacteur en chef politique. Déjà, vous n'avez pas manqué de culot. Je l'ai eu directement. Alors, il est possible que le nom ait un peu compté dans le fait qu'il ait accepté de me prendre tout de suite au téléphone. Mais la chance a été, et la malchance pour quelqu'un d'autre évidemment, qu'il y a un stagiaire qui devait commencer pratiquement le lendemain et qui s'est cassé la jambe. Ah oui, c'est ça. Et Jacques Fauvet m'a dit, écoutez, j'ai sur mon bureau une pile de candidatures pour les stages, mais plutôt que d'être obligé de relire tout ça et de choisir entre, mettons, 50 dossiers, commencez demain. Vous avez eu une chance folle. Donc j'ai commencé demain, ça c'était une grande chance. Ah, oui. Et puis la seconde chance a été qu'on s'est très bien entendu tout de suite, malgré la grande différence d'âge, enfin de génération on peut dire. On s'est très bien entendu tout de suite et qui m'a pris sous son aile et en particulier installé dans son bureau. Ce qui, par la suite, a beaucoup fait parler au monde où on est, comme partout, très égalitariste et où on a trouvé que c'était un privilège. Un privilège abusif par principe. Bon, puis ça a commencé comme ça. Et quand j'ai eu fini mon stage, il m'a proposé de faire de temps en temps des chroniques, d'abord sur des livres politiques, et puis ensuite, quand j'ai terminé mes études, on m'a donné, ce qui n'existe plus maintenant, un feuilleton. Alors les feuilletons, c'était des bas de page sur donc 3 colonnes, mais des bas de page assez importants. Il y en avait un sur le théâtre, c'était Bertrand Poirot-Delpech, qui était par la suite à l'Académie française. Il y en avait un sur la géographie, c'était le Lanoux, qui était également... Bon, enfin bref. Et moi, j'ai eu un feuilleton de sciences politiques. Oui. Et ce qui demandait énormément de travail, puisqu'il fallait lire quand même en gros une demi-douzaine de livres, dont un certain nombre en anglais pour arriver à faire quelque chose d'original. Et puis voilà, les choses se sont enclenchées. Et à cette époque-là, Le Monde avait ses éditoriaux à la une sur 3 colonnes. Donc j'ai fait un certain nombre d'éditoriaux. Je n'étais pas au Monde, j'étais chroniqueur au Monde. Et en plus, j'incarnais une sensibilité qui n'était pas exactement celle du Monde. Mais ça a duré très longtemps comme ça. Et puis ensuite, les choses se sont enclenchées autrement avec la télévision et la radio. Mais alors, cette passion pour la vie politique, c'était une passion d'enfant quasiment, non? Ah, tout à fait. Et qui vous venait d'où? Parce que c'est quand même pas banal. Mes parents s'intéressaient à la politique sans être du tout militants. Ouais. Mais ils s'intéressaient à la politique. En plus, ils étaient de sensibilités non pas opposées, mais différentes. Mon père était à l'époque MRP. Ouais. Bon, c'était un bon catholique, social, très, très sympathique, d'ailleurs très populaire. Et ma mère était d'une famille de tradition radicale socialiste relativement engagée, parce qu'elle avait un ancêtre qui avait été très longtemps député, etc. Enfin bref.
Donc à la maison, il y avait du débat déjà. Donc il y avait, voilà. Ouais. Il y a eu, j'ai toujours assisté à des débats. Ah, donc ça a certainement forgé votre... Et j'ai eu envie d'y mettre mon grain de sel assez vite. Et quand j'avais 10 ans, j'avais une arrière-grand-mère qui résidait très près de chez nous. Et quand j'avais 10 ans, l'habitude a été établie qu'une fois par semaine, j'aille lui faire un résumé de l'actualité politique. Ah, ben donc c'est ça, évidemment. Elle était née sous Napoléon III. Incroyable. Donc elle était légèrement décalée par rapport à la période. Elle était très âgée. Mais donc j'ai commencé à faire des petites synthèses politiques hebdomadaires quand j'avais 10 ans. Non, donc ça m'a toujours beaucoup intéressé. Donc le moteur, c'est la curiosité. Oui, puis la curiosité spécifiquement sur la politique. Sur ce sujet. Oui. Et vous avez toujours aimé transmettre, puisque finalement, avec votre grand-mère... Bah oui, effectivement. Puis j'ai quand même pas mal enseigné ensuite à Sciences Po, pendant 20 ans, qui était le terme que je m'étais fixé, d'autant plus que c'est très chronophage d'enseigner, bien sûr. D'enseigner à Sciences Po, oui, si on veut le faire bien. Et alors l'aventure de la télévision, je vous ai entendu dire qu'à cette époque, la télévision était assez autoritaire. Ce qu'on a du mal à imaginer, nous. Elle était très autoritaire. Quand j'ai commencé, c'était en 70, en février 70. On était en plein dans l'ORTF. On était encore dans la période gaullienne. Et ma chance a été que je connaissais Pierre Desgroupes, qui était le grand homme de l'information à la télévision, puis qui en plus était un intellectuel de bonne qualité, qui avait fait avec Dumayet l'émission littéraire la plus célèbre de l'époque. Et il était nommé directeur de l'information par Jacques Chaban-Delmas, ce qui avait beaucoup agacé Georges Pompidou, parce que Pierre Desgroupes était plutôt un homme de gauche, pas du tout sectaire, mais de gauche. On a été en bataille avec les autorités de tutelle, en l'occurrence, à cette époque, c'était le ministre de l'Information, en permanence. Et la première fois, alors on a eu l'émission qui était politique, qui était la plus connue, qui s'appelait à l'époque À armes égales. Oui. Et la première fois où le représentant de la majorité a été vraiment écrasé par son adversaire, ils ont arrêté l'émission. En cours? Oui, non, pas en cours, mais ils ont ça stoppé, a été la dernière émission, oui. Incroyable. Et alors, ils nous en ont proposé une autre qu'on a fait, mais qui n'a pas eu le même relief. Oui. Et puis, c'est sous Giscard qu'à ce moment-là, j'ai commencé une autre émission avec Jean-Pierre Elkabbach et puis beaucoup d'autres par la suite. Et la fameuse Heure de vérité. Voilà. Dont j'étais l'inventeur. Oui, ça c'est votre... Parce qu'avant, vous étiez dans des émissions existantes. Non, pas existantes. On l'avait créé ensemble avec Michel Bassi, mais enfin, j'étais co-auteur. Oui, alors que là, l'Heure de vérité, c'est vraiment vous. Ah oui, c'est Pierre Desgroupes qui, en 81, donc avec un bouleversement à la télévision, j'ai été mis à l'écart, pas expulsé, contrairement à mon frère, mais mis à l'écart. Et Pierre Desgroupes, qui arrivait, qui n'y était pour rien, évidemment, m'a dit prends une année, on se voit chaque trimestre, prends une année, réfléchis, propose-moi une idée intelligente pour une émission politique différente et on commencera l'année d'après. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc j'ai eu l'idée de l'Heure de vérité, et puis avec Virieux, on a précisé un certain nombre de détails d'accompagnement, le décor, la musique. La musique, c'est lui qui l'a trouvée. C'était une émission qui durait combien de temps? 1 heure. 1 heure. 1 heure, oui. Et les invités arrivaient un peu en tremblant, quand même. Ah c'était la principale émission politique ils jouaient leur carrière. À l'époque. Et puis la grande différence par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait que 3 chaînes. Bien sûr. Bon, tout le monde regardait ça. Et donc, voilà, c'était... Bon, aujourd'hui, évidemment, il y aurait proportionnellement moins d'écoute et puis surtout moins de relief, parce que les émissions, il y en a sans arrêt sur beaucoup de chaînes. À l'époque, cette émission-là, elle comptait beaucoup pour les politiques. Et plusieurs, par exemple, pas exclusivement, mais par exemple... Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est vraiment là où ils se sont imposés, où ils ont pris leur essor. Puis on avait aussi
des invités plus classiques. Mais par exemple, ça devait être, je dirais, en 84. Il était question de changement de Premier ministre. On a eu l'idée, avec Virieux, de faire défiler semaine après semaine ceux qui étaient considérés comme premiers ministrables. Et donc on en a fait défiler 4, dont Fabius qui est devenu le Premier ministre, effectivement, mais donc Jacques Delors, Pierre Bérégovoy, etc. Et ça a joué un rôle absolument décisif, parce que François Mitterrand m'a dit après qu'il regardait, non seulement il regardait l'émission, ce qui est assez normal, mais les lendemains de l'émission, il me téléphonait rituellement pour me dire ce qu'il en avait pensé, et en particulier ce qu'il avait pensé de l'invité. Mmh. Et le cas échéant de moi. Hein. Ah oui. Mais enfin, de l'invité à chaque fois. Et de vous, c'était des semonces ou c'était... Bon, ça dépendait des fois. Non, la seule fois. Alors, en général, il trouvait que c'était plutôt bien. Quelquefois, bien entendu, il trouvait que c'était trop piquant si c'était vis-à-vis de quelqu'un, un membre du gouvernement ou du Parti socialiste. Parfois, ça faisait partie du jeu. Ouais. La seule fois où il a protesté, c'est quand j'ai fait l'émission avec Jack Lang, justement, et où il a trouvé que j'étais trop brutal et trop offensif vis-à-vis de celui qui était quand même un de ses grands favoris. Alors, vous nous offrez ces portraits. Qu'est-ce qui a été le moteur pour écrire cela ? Alors, les portraits, c'est la chose au monde, quand on écrit, je crois, la plus amusante à faire. Ouais. Et on sent que vous vous amusez. Et écrire un portrait, c'est... D'abord, c'est à chaque fois un petit défi personnel, parce qu'il faut trouver un angle. Ça sert, et je n'écris pas des biographies. Oui, un angle qui à chaque fois est original et change. Voilà, j'essaye en tout cas. Même si on sent une trame, il y a quand même une variété. Et donc, à écrire, c'est ce qui est le plus amusant. En plus, j'ai déjà fait des livres de portraits, mais je pensais qu'on était... Alors d'abord, le personnel politique s'était beaucoup renouvelé entre-temps. Et je pensais qu'on arrivait à un moment qui serait un moment de comparaison entre personnages un peu systématique avec la présidentielle. Et donc, j'ai eu à la fois l'envie, l'idée d'écrire ce livre et de le publier en janvier de cette année. Et alors, on apprend des choses sur les personnalités, aussi sur leur enfance. Vous racontez des éléments éclairants sur leur origine sociale, leur univers. Et on sent que vous avez un regard assez... vous essayez de trouver quand même la beauté ou le panache ou le pittoresque ou de chacun de ces personnages, même si on sent vos antipathies ou vos sympathies politiques malgré tout. Oui, alors ça peut être sympathie, antipathie que j'assume. Ça peut être politique, ça peut être aussi personnel. Humaine, oui, c'est ça. Et certains de ceux ou de celles dont je parle, je ne les aime pas. En général, c'est réciproque dans ces cas-là. D'autres, je ne les connais pas bien, mais je les observe beaucoup quand même. Et puis certains, ou certaines, je les connais très bien. Et certains, vous n'êtes pas d'accord, mais vous les admirez à certains égards. Ça, on sent une estime ou une... Oui, il y a, avec les politiques... Bon, j'ai l'avantage de mon âge canonique, c'est-à-dire que je suis totalement autonome. Je ne dépends de personne, personne ne peut m'inciter à ceci ou me déconseiller cela. Ça, c'était il y a 30 ans, ou 50 ans, je ne sais pas. Bon, maintenant, ça n'existe plus. Et donc, écrire des portraits en toute liberté, c'est très excitant à faire. Peut-être que certains redoutent un peu leurs portraits. Alors, il y a ceux qui n'en sont pas contents. Certains me l'ont fait savoir. Vous avez des retours, oui. Il y a ceux qui en sont contents. Apparemment, ils sont moins nombreux. En tout cas, jusqu'à présent. Et qui me le font savoir aussi. Et puis, il y a surtout ceux que je rencontre et qui sont piqués de ne pas y être. Oui, ça ne m'étonne pas, il y a des silences assourdissants. Et c'est tout de ma part tout à fait délibéré. J'imagine. C'est-à-dire que j'ai choisi ceux ou celles qui m'intéressaient le plus. Ça ne m'étonne pas que ceux qui ne soient pas cités soient légèrement vexés. Dans ce cas-là, ça se sent très bien. Très bien. Alors Alain Duhamel, on va passer à la deuxième partie de cette émission qui sont de vous donner des mots. Je vais vous donner 4 mots, moi je vais m'en aller. Et à partir de ces 4 mots, au fur et à mesure, pas de 4 d'un coup, vous allez nous dire ce que ça vous inspire et on va continuer cet entretien. Merci beaucoup. Très bien. À tout de suite.
Nous sommes sur KTO, dans Lumière intérieure, et nous avons la joie de recevoir Alain Duhamel. Alors Alain Duhamel, le premier mot auquel j'ai pensé pour vous, c'est débat. Ça vous va bien, non ? Je ne peux pas dire le contraire. C'est un vêtement à votre taille. Puisque le débat, j'en ai dirigé depuis février 1970. Donc je peux dire que dans ma vie, j'en ai dirigé pas mal. Et c'est le sel de la vie politique. Alors, c'est moins affûté que ne l'est un duel, par exemple. Mais si on mène une interview, on décroche en général pas mal de choses. Et si on dirige un débat, là, on voit plus que dans une interview des moments de vérité qui se dégagent. Parce que le fait qu'il y ait des protagonistes, ça oblige chacun des invités à sortir davantage de son personnage. Alors, pour dire les choses comme elles sont, je n'aime pas du tout les débats avec trop de débatteurs. Les plateaux de télévision, il m'arrive d'y participer assez souvent, mais où il y a 4 ou 5 personnes, en général c'est cacophonique et souvent frustrant. En revanche, les débats avec 2 ou 3 personnes, 3 est très bien souvent, parce que ça crée plus de tension sur le partage de l'écoute et de l'expression. Un débat à 3, c'est, je trouve, ce qui est le plus vivant. Mais en tout cas, la politique, ça passe par le débat. La vie sociale, ça passe par le débat. Pour juger de la démocratie dans un pays, il suffit de regarder comment se passent les débats. Est-ce qu'ils existent ? Si oui, est-ce que les oppositions y ont accès ? Si elles y ont accès, est-ce qu'elles sont traitées de façon équitable, etc. Un débat, c'est un révélateur. C'est un révélateur à la fois de ceux qui sont invités, donc de leur vérité au pluriel politique, et c'est aussi un très bon moyen de mesurer le degré de démocratie dans un pays. Alors, vous avez organisé le premier débat télévisé entre 2 candidats à l'élection présidentielle en 1974, avec Giscard d'Estaing et Mitterrand. Comment est-ce que vous aviez préparé cette émission ? C'est quand même un grand moment qui a compté énormément. Ça a été le premier duel télévisé français. Bon, l'idée n'était évidemment pas de nous, c'était le fameux duel entre Nixon et Kennedy, oui, qui avait fasciné tous les jeunes journalistes de l'époque, et que moi j'avais regardé avec les yeux hors de la tête. Et donc avec Michel Bassy, qui était le rédacteur en chef politique du Figaro de l'époque, et moi j'étais chroniqueur au Monde, donc où je faisais quelques éditoriaux, on a eu l'idée de transposer ça en France. Et on a pris... on en a parlé avec Pierre Desgroupes, qui était un peu réticent parce qu'un débat, ça pouvait évidemment très facilement déboucher sur une polémique, et une polémique, le cas échéant, grave. Et la télévision étant ce qu'elle était sous le gaullisme persistant, un débat grave, ça pouvait se terminer par un clash général et par des démissions, des renvois. Donc c'était un gros risque. Oui, ça pouvait ressembler à une grenade quand même. Et ça n'était pas dans les mœurs à l'époque, les débats contradictoires à égalité. Sous le gaullisme, sous le pompidoliisme, ça n'était pas dans les mœurs. Bon, donc, on a eu cette volonté, cette idée. Pierre Desgroupes nous a parrainés. Et puis, écoutez, en ce qui concerne le premier débat présidentiel, ça nous est venu assez naturellement à l'esprit. Et on s'est dit qu'il valait mieux ne pas en parler à nos autorités de tutelle pour ne pas être bloqués. Ah, donc vous les avez mis sur le fait accompli. Et on les a mis assez largement sur le fait accompli. Et avec Michel Bassy, on s'est partagé le travail. Et il a convaincu Valéry Giscard d'Estaing, qui a accepté, qu'il connaissait bien et sur qui il venait de faire un livre. Il l'a convaincu d'accepter ce que Valéry Giscard d'Estaing a fait instantanément, parce qu'étant ce qu'il était, il était persuadé que de toute façon, il serait le meilleur. Il allait gagner, oui, c'est ça. Et donc il a accepté sans hésiter.
François Mitterrand était au contraire très réticent. Oui, mais il était contraint. D'autant plus qu'à cette époque-là, il n'était pas bon à la télévision. Il y allait très rarement et il n'était pas bon, d'ailleurs en particulier, faute d'exercice. Et je l'ai convaincu avec un argument extrêmement simple. Je lui ai dit, si vous refusez, c'est évident que Giscard fera savoir qu'il avait dit oui et que vous avez dit non, et on se dira que vous avez craint la confrontation. Alors il m'a répondu qu'il en était conscient, et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc pour vous, ça devait être un grand moment. Ah, c'était un grand moment, d'abord parce qu'on y était arrivé. Ensuite, comme il y avait 2 chaînes, on a associé Jacqueline Baudrier, qui était la directrice de l'information de l'autre chaîne, pour que ça puisse passer sur toutes les chaînes en même temps, puisqu'à l'époque, c'était 2 chaînes. Et une fois qu'on savait qu'il y aurait Jacqueline Baudrier pour l'autre chaîne, on a tiré au sort entre Michel Bassier et moi, et c'est moi qui ai gagné, et donc c'est moi qui ai co-animé. Mais quand je dis co-animé, pour le premier débat, j'exagère, parce que... Ils ont parlé, en réalité. Le débat n'a eu lieu que parce qu'on avait pris l'engagement absolu de ne pas intervenir. Autrement, ils étaient tout à fait d'accord pour ne pas participer. Alors, le deuxième mot, c'est recul. Alors, recul, ça peut vouloir dire 2 choses. Ça peut vouloir dire... savoir prendre des distances avec un événement ou avec une personne, d'ailleurs, ou bien ça peut vouloir dire manifester une défaite, incarner une défaite, symboliser une défaite. Alors ça ne veut pas du tout dire la même chose dans ces cas-là. Le premier recul, disons que pour les journalistes, il est extrêmement souhaitable et pas tellement répandu. Oui. Alors... moi, je n'ai aucun mérite parce que je suis tellement vieux que le recul naît quand même de l'expérience, donc de la comparaison, et puis de l'autonomie absolue. À mon âge canonique, je ne dépends de personne, donc le recul, j'y ai droit. Mais justement, avec votre recul, c'est peut-être ça dont on avait envie de vous entendre parler. Est-ce que vous apercevez des choses nouvelles dans cette vie politique ? Je vous ai entendu dire qu'il y avait des choses qui vous inquiétaient quand même. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager ? Alors, il y a des choses qui sont des nouveautés positives, et puis il y a des choses qui sont des dimensions négatives. Dans les nouveautés positives, il y a que la multiplication des émissions politiques fait qu'aujourd'hui, la vie politique est extrêmement vivante, que les points de comparaison se multiplient, que c'est considéré comme non seulement allant de soi, mais totalement indispensable pour un politique de participer au maximum d'émissions. Vous savez, à mes débuts, donc ça date de 70, il y avait beaucoup d'hommes politiques qui refusaient de venir participer à un débat. Parce qu'ils ne connaissaient pas bien la télévision, ils n'avaient pas l'habitude, ils avaient peur tout simplement d'avoir un antagoniste meilleur qu'eux, et donc on se heurtait à beaucoup de refus. Et aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, on se heurte à beaucoup de candidatures, dont certaines dont on n'a pas envie, puis d'autres qu'on est enchanté de pouvoir rencontrer. Mais il y a ce sens-là. Bon, maintenant... quand on a, alors je reviens toujours sur mon âge, c'est un peu lassant, mais c'est un peu inévitable aussi. Quand on a mon âge et le nombre d'émissions auxquelles j'ai participé dans ma vie, ça donne du recul. C'est-à-dire qu'on regarde les choses de façon différente un peu des autres, parce qu'on a des points de comparaison, parce qu'on a des expériences, parce qu'on est devenu totalement indifférent aux problèmes matériels d'une émission, dont on ne s'occupe plus aujourd'hui soi-même, alors qu'au départ, c'était un artisanat. Bon, aujourd'hui, c'est devenu une profession, presque un automatisme. Donc, d'une certaine façon, c'est plus facile. Mais alors, le recul au sens de savoir prendre de la distance avec l'événement ou avec les invités, disons que c'est à la fois indispensable, très difficile en réalité, on ne le fait jamais tout à fait bien, et que d'avoir un peu d'expérience est quand même utile dans ces cas-là. Et je vous ai entendu dire que vous aviez l'impression de vivre la fin d'un régime. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que j'ai le sentiment d'être dans une période politique qui me rappelle fâcheusement le dernier trimestre de la 4e République, c'est-à-dire le printemps 1958, avant le changement de République, l'arrivée, dans des conditions d'ailleurs contestables, du général de Gaulle. Et il y a eu auparavant un flottement général avec une succession de gouvernements morts-nés, avec une grande conscience chez les principaux dirigeants politiques du fait qu'il fallait réformer le système. Donc tout ce qui préparait à un changement, eux espéraient un changement dans le régime, c'est-à-dire une réforme de la 4e République, mais qui s'est en fait concrétisée par un changement de République avec l'instauration de la République gaulienne, de la 5e République. Et donc vous voyez là des points communs. Et là, je trouve qu'on est un petit peu dans cette période de fièvre, d'incertitude, de flottement, de contradiction et de radicalité. Oui. 58, c'était la guerre d'Algérie qui créait de la radicalité. Bon, bah, aujourd'hui, on a une crise politique, on a aussi une crise économique moindre, mais enfin qui existe également. Et puis, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à une crise de société quand même, avec des interrogations sur la société qu'on est en train de devenir dans un monde qui, pour ce début de deuxième quart du XXIe siècle, fait peur à pas mal de gens, qui ont du mal à comprendre vers où on va, qui ont du mal avec les nouvelles technologies. J'en suis d'ailleurs. Et donc, là, il y a un recul devant ce qu'on est et devant ce qu'on peut devenir. Et il y a des choses qui vous inquiètent ? Oh ben, il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent. Bon, il y en a beaucoup aussi qui m'encouragent, hein. Je ne suis pas du tout un décliniste. J'ai même horreur du déclinisme, c'est-à-dire de ceux qui considèrent qu'on est toujours en train de régresser, qu'on a un avenir qui est bouché, etc. Ça, c'est pas du tout ma façon de voir, mais qu'on soit dans une période très difficile et pour laquelle il faudra des nouveautés, des changements. Alors ça, j'en suis tout à fait convaincu. Je pense que, par exemple, on est enlisé depuis plusieurs années, en tout cas nettement depuis la fin du Covid, on est enlisé dans une crise économique qu'on maîtrise mal et pour laquelle on ne prend pas les mesures qu'il faudrait. Et on ne prend pas les mesures qu'il faudrait parce qu'à la crise économique, ça s'est ajouté à la crise économique et sociale, voire les retraites, s'est ajoutée une crise politique. Et que cette crise politique, je pense que c'est dans laquelle nous nous trouvons depuis maintenant, on peut dire 2 ans, et a fortiori un semestre. Je pense que c'est la pire crise politique qu'on ait connue depuis 1968, et si on se situe d'un point de vue institutionnel, depuis 1958. C'est donc un moment grave. Et vous croyez que les politiques s'en rendent compte, les acteurs de cette vie politique en ont conscience ? Alors, ils en ont forcément conscience, et même une conscience aiguë, mais en revanche, ils n'adaptent pas forcément leur comportement à cette conscience-là. Autrement dit, je pense qu'ils ne peuvent pas ne pas en avoir conscience, mais que ils ont, je ne dirais pas une révolution de retard, mais un changement de climat et de comportement massif en matière politique dans l'ensemble de la population, a fortiori chez les militants et a fortiori encore au carré chez les élus, entre l'enlisement politique, entre les risques politiques et entre les politiques eux-mêmes, je trouve qu'il y a un manque d'adaptation et un manque de maturité collective. Et ça, peut-être que vous qui les connaissez bien, vous pouvez le leur dire. Écoutez, individuellement, ça peut m'arriver. Collectivement, c'est dans les débats auxquels je participe que j'essaye de faire comprendre ça. Je n'ai pas forcément un énorme succès. Alors, le mot suivant, c'est bien commun. Bon, alors le bien commun, c'est une vieille idée qui est notamment d'inspiration religieuse, mais aussi philosophique, plus religieuse que philosophique, je pense, dans ses racines, et
c'est l'idée par nature solidaire et réformiste que, au-delà des divergences, au-delà des antagonismes, au-delà des antipathies, il y a un certain nombre de principes, de comportements et d'objectifs qu'on doit partager le plus largement possible, y compris avec ses adversaires. Alors le bien commun, par exemple, chez des hommes politiques, notamment catholiques d'ailleurs, de la fin du 19e siècle, c'était un grand thème. Et aujourd'hui, c'est passé plutôt comme un sujet de philosophie politique que de pratique politique. À la fin du 19e siècle, non, ça c'était considéré comme un objectif politique précis. Bon, aujourd'hui, plutôt comme une réflexion philosophique ou de philosophie politique. Moi, c'est quelque chose à quoi j'adhère tout à fait, c'est-à-dire penser qu'au-delà des divergences, des tempéraments, des traditions, des clivages, on peut construire quelque chose pour le bien du commun peuple. Pour tout le monde. Oui, c'est ça. Et bon, moi, c'est un sentiment que je partage. Et c'est vrai que les gens se plaignent quand même d'avoir l'impression qu'on fait de la politique pour soi-même ou pour servir sa propre ambition et non pas pour un bien commun. C'est une des plaintes. Et que la politique est plus partisane que solidaire. Ou constructive, si vous voulez. Absolument, c'est un réflexe général. Mais comme il faut toujours essayer d'être sincère, il faut dire que ceux qui adhèrent à l'idée du bien commun, bon, qui sont quand même relativement nombreux dans le paysage politique, considèrent assez souvent que le bien commun, c'est la définition de leur préférence au pluriel. Oui, certainement. C'est une tentation humaine bien naturelle, d'ailleurs. Voilà, mais dans laquelle tombent la plupart des élus et des dirigeants. Pour ne pas parler des militants, qui, eux, les militants d'un parti, sont à l'opposé de l'idée du bien commun. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'un débat, puisque c'est ça ce que vous meniez, c'était quand même en grande partie votre métier, comment un débat pouvait-il, à vos yeux, servir un bien commun, être constructif ? Parce que il suffisait que ça éclaircisse un problème, un débat ou un épisode. Et ça, à l'occasion de débats, ça se produisait, par exemple, à propos de l'Europe, qui aura été dans ma vie un des grands sujets de débat auxquels j'ai participé. À propos de l'Europe, il y avait, à travers des débats, à travers des contradictions, à travers des antagonismes, il y avait des convergences qui se manifestaient entre des gens appartenant à des familles politiques différentes. Mais ça a été dans les bonnes années, qui sont les plus rares par principe, mais dans les bonnes années, il y a eu aussi des convergences de ce genre en matière sociale, par exemple, avec l'idée que dans tel ou tel domaine, c'était vraiment le moment de tenter une amélioration, une progression, etc. Et là, vous arriviez à une convergence. Et là, alors je ne dis pas que c'était tous les jours, ni même tous les mois, ni même toutes les années. Mais ça s'est produit. Il y a des moments où on a trouvé... Alors, c'était vrai en matière sociale, c'était vrai aussi en matière de mœurs, par exemple, où l'idée de ce qui était bon pour la société pouvait prendre un tournant à tel ou tel moment. Alors ce tournant, il se prenait rarement dans l'unanimité, bien entendu. Mais il y avait quelque chose qui se dégageait quelquefois. Est-ce que vous trouvez que la parole politique garde un rapport avec la vérité ? La parole politique n'a jamais eu un rapport intime avec la vérité, sauf chez des exceptions, alors sauf chez des théoriciens, bien entendu, ou... sauf chez un tout petit nombre de petits héros de la vérité. Mais je ne dirais pas que ce soit le point le plus fréquent, oui. Pourquoi ? Parce qu'au fond, est-ce que c'est pas lié justement à cette non-recherche du bien commun ? C'est quand on cherche sa propre carrière C'est lié aux carrières individuelles, c'est lié aussi aux convictions politiques qu'on a, qui sont des politiques sociales, économiques, c'est tout ça, c'est variable, ou culturel, c'est variable c'est vrai dans tous les domaines. Mais beaucoup de gens recherchent le bien commun à travers leur prisme personnel, bien entendu.
Et donc, il peut y avoir des recherches de biens communs qui soient en réalité extraordinairement conflictuelles, donc pas du tout communes. Mais ça, ça fait partie du fonctionnement social. Quand vous dites Monsieur Hollande, même si on ne parlera pas ici du contenu des partis politiques ou des idées politiques, mais quand vous dites Monsieur Hollande est le principe même du politique, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un politique? Parce que son tempérament, sa spécificité, pas son exclusivité bien sûr, mais sa spécificité, c'est à la fois d'avoir une bonne connaissance historique de la politique, je ne dirais pas forcément de la littérature ou de la philosophie, mais de la politique, d'avoir une longue expérience directe personnelle et d'avoir des objectifs politiques dont il espère qu'ils pourront être partagés par d'autres que ceux de son propre parti. Très bien, alors maintenant on va passer au dernier mot. Et ce dernier mot, c'est après. Qu'est-ce qu'on fait après, Alain Duhamel? Écoutez, d'une certaine manière, professionnellement, c'est un mot que je ne connais pas. Oui, j'ai l'impression. Puisque j'ai refusé l'après, parce que l'idée d'être dans un fauteuil, même avec un bon livre, et même avec ma femme acceptant enfin de se mettre au piano à un moment qui m'arrange, même dans cette espèce d'idéal théorique, ça ne me plairait pas du tout. Je trouve que je vis des événements et j'ai envie de les commenter. Et pas du tout de simplement les regarder. Je ne veux pas être un spectateur. J'ai envie d'être, non pas un acteur, mais un témoin passionné. Et après, le vrai après, qu'est-ce que vous en pensez? Alors le vrai après ne m'inquiète pas du tout. Je n'ai pas du tout peur de la mort, que j'ai frôlé 3 fois dans ma vie, ce qui est assez rare. Bon, moins rare à mon âge sans doute, mais donc que j'ai pu envisager. Je n'ai jamais eu peur et je n'ai pas peur du tout de mourir. Je dirais même, alors je vais peut-être choquer en disant ça, ça n'est pas mon objectif, hein, bien entendu, mon objectif est d'être authentique, mais je vais peut-être choquer, mais j'ai très envie que ma mort ne se fasse pas trop attendre. Je n'ai pas du tout envie de décliner, de me survivre et de m'approcher à petits pas. Je pense que je suis à un moment où mes facultés sont condamnées à décliner et j'espère que la mort sera rapide. Oui, vous avez plus peur de la faiblesse au fond. Pardon ? Vous avez peut-être au fond plus peur de la faiblesse ou de la vulnérabilité que de la mort. Que de la mort, beaucoup plus. Oui, je comprends. Ou de la dépendance. Voilà, exactement. Oui. Et donc, de ce point de vue, si je pouvais mourir en bon état et rapidement, ça m'irait très bien. Et après la mort, vous croyez en une vie ? Je ne dis pas que le sujet ne m'intéresse pas, parce que il m'intéresse, si j'ose dire, philosophiquement. Mais je n'ai pas beaucoup de curiosité pour la suite. Je ne suis pas sûr qu'il y aura une suite. Je n'en suis même pas sûr du tout, en réalité. Et bon, c'est quelque chose qui m'a intéressé intellectuellement. Quand j'étais adolescent, par exemple, j'ai lu un théologien que vous connaissez sûrement de nom et peut-être de près, protestant légèrement atypique, enfin pas légèrement, je ne sais pas pourquoi j'ai légèrement, qui s'appelait Zwingli. Bien sûr. Et bon voilà, ça m'intéressait. Intellectuellement, ça m'intéressait. C'était un débat avec Luther, avec Erasme, etc., qui réellement m'intéressait. Quand j'ai eu un accident et que j'ai été immobilisé pendant 2 ans, j'ai bien lu et réfléchi à ça, etc. Mais pour moi, ma vie s'arrête quand j'aurai cessé de travailler. Oui, c'est ça, vraiment votre passion qui prend tout l'ensemble de votre existence. Oui. Et si cette passion s'arrêtait, il n'y a plus grand-chose qui vous intéresse. Non, et si cette passion, enfin la passion ne s'arrêterait pas en elle-même,
Mais si je n'avais plus... La capacité. Voilà, exactement, les moyens à la fois de l'exercer et puis d'y prendre plaisir, à ce moment-là, le plus vite je disparaîtrais, le mieux ce serait. Est-ce que vous avez lu déjà la nouvelle de C.S. Lewis, Le Grand Divorce? Vous avez déjà lu ça? Non. Bon, bah ça, c'est une bonne lecture si vous vous cassez le pied. Et ça me fait penser à ça parce que C.S. Lewis met en scène des gens dans une nouvelle, je pense en fait sur la vie éternelle. Il met en scène des gens qui veulent ou non aller au paradis. Et il y a un artiste, on lui dit bah non, au paradis tu ne pourras pas être violoniste archi connu, et il refuse d'y aller. Donc vous, si on vous dit au paradis vous ne serez pas un grand commentateur politique, vous refusez d'y aller? Ah, sans hésiter. C'est terrible. Vous préférez l'enfer? Je préfère l'enfer en étant moi-même que le paradis en renonçant à l'être. Ah, je comprends. Donc pour vous, c'est votre identité la plus profonde. Oui. Très bien, merci beaucoup Alain Duhamel. En tout cas, peut-être qu'on a aussi envie de vous interroger sur le débat politique en revenant à cette question et en se demandant, au fond, quelquefois, nous, spectateurs, on a l'impression d'assister à quelque chose qui ressemble plus à la loi du plus fort ou la loi du plus fourbe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, la loi du plus fourbe, évidemment, dans les débats, ça n'est pas la recherche de la vérité qui se dégage instantanément. Donc, qu'il y ait une part d'hypocrisie, qu'il y ait beaucoup de calculs, qu'il y ait beaucoup de manœuvres, etc. C'est inévitable. Mais je crois que quand quelqu'un est exposé, en particulier quand il y a caméra et micro, je pense que malgré lui, sa vérité émerge. Alors, elle émerge positivement ou elle émerge à ses dépens, bien entendu. Et puis, le jugement, est-ce positif ou est-ce négatif, dépend beaucoup du point de vue, de la culture et de la sympathie de celui qui regarde ou écoute. Donc, quand vous dites la vérité émerge, c'est plutôt il se trahit, c'est ça ce que vous voulez dire? Absolument. Oui, d'accord. Son masque tombe, c'est ça? Oui, je pense que plus on s'expose, plus on est obligé d'enlever le masque. Donc pour vous, journaliste, j'imagine que c'était une grande victoire quand vous arriviez à faire tomber un masque. En tout cas, je peux dire que c'était une recherche permanente. Et vous vous souvenez d'un moment particulier où la personne a vraiment dit une parole qui comptait, qui était authentique, qu'il n'avait pas préparée et que vous lui avez fait sortir par ce moment précis? Oh, oui, enfin, ça, j'ai eu quelques exemples de ce genre quand même. S'agissant de François Mitterrand et la peine de mort, je ne dirais pas que c'était une surprise absolue pour lui, parce que certains l'y avaient préparé. Ah bon? Sans que je le sache. Bon, mais il y a une vérité qui est sortie. Oui, c'était impressionnant, c'est vrai. Mais quand j'ai fait dire à Jacques Chirac, 6 mois après sa première élection comme président, que finalement la campagne qu'il avait faite et les promesses qu'il avait multipliées étaient en réalité inapplicables, ce qui avait été moi ma thèse pendant sa campagne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait eu d'ailleurs le courage de me choisir comme interlocuteur unique, parce qu'il le savait très bien. Il savait que j'avais passé mon temps à dire que ça n'était pas réalisable. Oui, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il dit oui en quelque sorte, et quand vous lui demandez. Oui, il dit oui, et ça, je pense que c'était un moment important. Bon, puis il y a eu le moment qui est bien connu, qui à mes yeux est moins grave en lui-même que ce qui concerne Jacques Chirac, où je fais dire à Nicolas Sarkozy, qui jusqu'alors ne s'était pas avancé à ce point, même si on pouvait le pressentir, il ne l'avait pas dit, qu'il serait candidat à la présidence de la République. Et qu'il n'y pensait pas seulement en se rasant. Voilà, bon, il l'a dit, oui. C'est le moment où il a dit. Et alors, quelque chose qui, moi, m'avait beaucoup frappé, et qui malheureusement était prémonitoire, quand avec Jean-Pierre Elkabbach, on avait été interroger Sadat, qui était le président égyptien qui avait eu le courage de faire un accord historique avec Israël. C'est sûrement le chef d'État arabe qui a le plus de mérite dans l'histoire de ce point de vue, surtout que l'Égypte était un pays déterminant dans toute la région. Et je lui ai demandé à un moment de l'interview, mais compte tenu des risques que vous prenez, est-ce que vous ne pensez pas que
que vous êtes menacé d'être assassiné. Et il m'avait répondu en substance, mais oui, je le sais, je le pense. Et il l'avait dit de telle manière on avait l'impression qu'il considérait que c'était même inéluctable. Je me souviens très bien de sa phrase, c'est « Personne ne me volera une journée de ma vie avant que mon heure ait sonné ». Vous vous souvenez de ça? Oui, je me souviens très bien, mais ça prouve que vous êtes bien préparé pour cette interview. Et évidemment, quand il a été assassiné, pas tellement longtemps après... C'était spectaculaire d'entendre ça. C'est une phrase qui est repassée partout, évidemment, dans les médias, d'autant plus qu'elle était prononcée en anglais, et donc il y avait le maximum de gens pour comprendre ce que ça voulait dire. Et ça, c'est un souvenir très fort. Oui, cette phrase, elle a eu immensément de panache. Dans ce paysage avec les pyramides de Gizeh, etc., c'était quand même très impressionnant. Et puis c'était une preuve quand même de très grand courage de sa part. Très, très grand courage. Et très grande liberté, parce qu'on sentait qu'en même temps, on ne lui volerait pas sa vie quelque part. Il avait pris ce risque en conscience. Oui, je pense qu'il considérait que c'était son destin historique. Oui. Merci beaucoup, Alain Duhamel. On va se retrouver pour une dernière petite conclusion. Merci beaucoup. À tout de suite. Alors, Alain Duhamel, comment est-ce que ça s'est passé, ces mots? C'est moins stressant que l'heure de vérité, hein, franchement. Écoutez, ça n'est pas la même chose. Oui. Ça n'est pas la même chose parce que là, je ne suis pas l'invitant, je suis l'invité. Oui. Donc ça n'est pas la même expérience. Bon, je ne vais pas être hypocrite et dire que c'est la première fois de ma vie que je suis l'invité. Ça, je sais bien. Je découvre... Bon, mais il faut toujours être attentif. Et puis, c'était des questions intéressantes. Merci beaucoup. Et un peu différentes de celles qu'on me pose en général. Donc ça me plaisait tout à fait. Ah, tant mieux. Et est-ce qu'il y avait un des mots que vous avez préféré? Débat, je pense, c'est votre mot. Disons que c'est celui auquel je m'identifie le plus naturellement. Oui. Ça, je crois que effectivement, c'est bien choisi. Commun, ça vous parlait? Ça m'intéressait. Oui. Parce que c'est un thème qui, dans mes lectures, justement, quand j'étais adolescent, où j'ai beaucoup lu de livres d'histoire, c'est un thème que j'avais repéré à ce moment-là. Autrement dit, c'est un thème qui, entre 16 ans et 20 ans, était dans... Ma réflexion, c'est peut-être un mot ambitieux pour l'époque, mais enfin, disons, dans mon attention. Oui, peut-être, moi, je vais vous dire, c'est ça ce qui m'a frappé dans le livre, c'est qu'à la fois une sorte d'hommage et en même temps de petites pointes, mais peut-être qu'on avait du mal à repérer qu'est-ce que ces hommes cherchaient comme bien commun. Moi, j'ai été frappée par ça, mais peut-être parce que... Oui, alors, ils sont... selon les cas, soit très prudent, soit très pudique sur ce sujet. Ce qui n'est pas la même chose, évidemment. Oui, pas du tout. Mais si comme c'est arrivé souvent pendant les campagnes, par exemple, un présidentiable prétend incarner un objectif de bien commun, vous pouvez être sûr que tous ses concurrents vont immédiatement lui tomber dessus et lui expliquer au nom de quoi est-ce que vous avez plus qu'un autre le monopole, etc. Parce que ça serait, si c'était accepté, ce serait trop valorisant. Si quelqu'un pouvait incarner réellement le bien commun, ce serait le vainqueur. Irrésistible. Irrésistible, absolument. Alors, donc vous dites qu'il y a une forme de prétention à employer ce mot finalement aujourd'hui. Oui. Je pense que c'est un mot indispensable quand il est théorique et compliqué à manier quand il est pratique. Téméraire quand il est quand il est. Bon, alors il y a des moments où on peut considérer néanmoins qu'un homme politique ou un homme de gouvernement a incarné à un moment sur tel ou tel sujet le bien commun. Mais je dirais que ça c'est plutôt un jugement a posteriori que sur a priori. Oui, je comprends bien. Il y a peut-être une dernière question que j'avais envie de vous poser, c'est vous parler d'un ensauvagement du journalisme aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il y a une telle concurrence, le nombre de chaînes qui existent, et une telle accélération technologique. Avec les réseaux sociaux notamment. Avec les réseaux sociaux, qu'il y a une forme de brutalité, voire, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des chaînes de télévision, de violence. Et vous dites d'ailleurs, les réseaux sociaux, c'est la fin de la démocratie pour vous? Les réseaux sociaux, dans mon esprit, c'est un risque gigantesque. Alors, je ne suis pas stupide, donc
Je vois bien que c'est aussi c'est une un réalité, moyen, de toute façon, voilà. Et donc le risque gigantesque, il est sur quoi ? Le risque gigantesque est que les réseaux sociaux ont d'autant plus de succès qu'ils sont plus antagonistes. Oui, et plus violents d'ailleurs souvent. C'est ça. Ouais. Donc ils divisent et ils fragilisent. Alors il y a certains d'entre eux au contraire rassemblent et enseignent ou apprennent ou informent. Mais malheureusement, les grands succès, ce sont plutôt des réseaux sociaux qui affaiblissent la société. Et qui font partie de ces facteurs qui vous semblent être un signe d'un monde... dangereux. Oui. Pas ingouvernable, mais dangereux. Mais dangereux. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez à la fin de votre long parcours ? Bien sûr, il y a des émissions que j'aurais aimé faire. Par exemple, s'il y a une émission dont je reste jaloux, c'est celle de Anne Sinclair avec Jacques Delors, à l'issue de laquelle, après avoir expliqué de façon extrêmement brillante et convaincante tout ce qu'il avait envie de faire comme président, dans le détail, Jacques Delors a terminé en disant « mais je ne serai pas candidat ». Alors qu'il venait de publier un livre avec ses objectifs et que pendant presque 1 heure, il avait expliqué tout ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait le faire, avec qui on pouvait le faire, pour conclure, mais je ne le ferai pas. Alors ça, c'est une émission qui est vraiment une émission marquante, et c'est l'émission en même temps la plus marquante, pas la plus marquante, enfin une des plus marquantes, et en tout cas pour moi, la plus frustrante de ma vie. Ah. Et je trouve que Anne Sinclair a eu de la chance d'héberger ce jour-là un Jacques Delors décidé à trancher. Non, mais je pense qu'il y a plein de gens qui trouvent que vous avez eu de la chance, à bien des égards, de très belles questions et de moments politiques très forts. Peut-être. Dont vous avez été témoin et acteur. Peut-être. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Merci beaucoup, Alain Duhamel. Merci à vous. Merci de nous avoir fait cet honneur de venir à KTO. Et à bientôt.